Au moment où je réalise cette vidéo, nous sommes le 21 avril 2023, nous sommes au lendemain de cette première éclipse solaire hybride de l'année 2023 qui a eu lieu hier. C'était aux aurores entre 3h34 et 8h59 heure française, à la fin du signe du Bélier. Alors le mot hybride, c'est un terme qui se rapporte au champ lexical du Verseau. Ça tombe bien puisque nous venons de commencer une série de vidéos consacrées à Pluton et son transit dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est le signe de l'universalité et des nouvelles technologies du monde virtuel. C'est aussi un signe qui est très paradoxal, qui possède des énergies à la fois plurielles et protéiformes, mais qui peut aussi chercher à synthétiser et à se singulariser. Quant à Pluton, c'est un astre qui évoque les richesses souterraines et secrètes du royaume d'Hadès, ainsi que la plutocratie. Et justement, j'ai le déplaisir de vous présenter, sous cette lune en taureau, signe de terre, de l'économie et de l'épargne, la monnaie mondiale du FMI, l'Unicoin. L'annonce de cette monnaie mondiale a eu lieu comme prévu, comme annoncé dans notre capsule de la fin août 2018. C'est en synchronicité avec les premières incursions de Pluton dans le signe Verseau, puisque vous savez que c'était il y a un mois, donc environ un mois, donc le 23 mars 2023, qu'a eu lieu le transit de Pluton dans le signe Verseau. Et les premiers articles que j'ai vus apparaître, ça date d'il y a une semaine environ. Et parallèlement à ça, vous avez eu Christine Lagarde, ancienne directrice du FMI et actuelle directrice de la Banque Centrale Européenne, et accessoirement à ses heures perdues, numérologue, un spécialiste du chiffre 7, qui a annoncé récemment, en cette année 7, l'année 2023 c'est une année 7, le lancement de l'euro numérique pour octobre 2023. Donc ça se fera sous un soleil dans le septième signe du zodiaque, c'est-à-dire la balance, très certainement autour du 14 octobre 2023, qui est la date de la prochaine éclipse. Alors vous avez bien sûr d'autres États comme la Russie ou la Chine qui s'empressent de continuer à dédollariser leur monnaie pour eux aussi créer le rouble numérique ou le yuan numérique. Ça signifie que nous aurons pendant quelques temps, plusieurs années très certainement, la cohabitation de monnaies plurielles sur le globe en même temps que nous avons une multiplicité de crypto-monnaies. Donc quand on parle de multiplicité, de monnaie plurielle, on retrouve encore une fois le champ lexical du Verseau. Puis au fil du temps, à la faveur, si j'ose dire, d'une guerre économique et monétaire, adossée et combinée à d'autres formes de guerres multiples, qui comprend donc l'inflation galopante, la montée des taux d'intérêt qui fait perdre le pouvoir d'achat et qui fait perdre la monnaie et la valeur de la monnaie papier, d'ailleurs qui va exploser. Vous allez voir que l'inflation va forcément exploser sous l'égide de la formation de ce cycle Jupiter-Uranus en taureau, puisque vous avez Jupiter qui va transiter incessamment sous peu le 16 mai prochain le signe du taureau. Donc tout ça va se faire bien sûr au profit de ces devises de banque centrale dont la valeur sera mieux garantie pour continuer à ne pas perdre son pouvoir d'achat. Et vous aurez bien sûr en parallèle des conflits militaires comme celui que nous avons en ce moment du côté de l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine, dont j'ai trouvé un des thèmes astro sur le site AstroThème, on retrouve encore une fois le taureau qui est valorisé, vous avez la capture écran. Il y a également en ligne de mire un autre conflit, qui est le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la question de Taïwan, donc il pourrait avoir lieu à partir de l'année 2025. Il y aura bien d'autres péripéties et soubresauts de l'histoire. Nous aurons notamment, pour rester sur cette question financière et économique, donc qui est en lien aussi avec le taureau, donc, puisque nous avons le soleil et la lune du jour qui transitent le taureau, donc on aura la disparition non seulement de l'argent liquide, mais aussi des autres monnaies virtuelles, tout d'abord au profit donc de ces fameuses monnaies de banque centrale, donc par bloc, puisque vous avez les différents blocs qui vont émettre, qui sont en train d'émettre leur propre monnaie de banque centrale. Puis l'étape ultime, c'est bien sûr la monnaie mondiale unique et universelle qui est déjà prête. Il y a une première étape d'unification de cette monnaie mondiale qui pourrait se produire sous la conjonction de Jupiter-Pluton dans le signe du Verseau, ce sera en 2032. Donc vous avez sous les yeux la carte du ciel avec ce cycle Saturne-Uranus également dans le signe du Gémeaux. Alors ce cycle Saturne-Uranus en Gémeaux, c'est un cycle faux jumeau à celui qu'on a eu en 1987, qui était aussi une année 7, où il y avait eu un krach boursier, donc c'est le krach de l'année 1987, 19 octobre 1987. Le Verseau est en théorie le signe de la liberté, mais sous l'impact de Pluton, qui reçoit l'influence négative durable d'Uranus dans le signe du Taureau, Uranus qui va perdurer jusqu'en 2026 dans le signe du Taureau, qui est en chute, qui fait chuter l'économie et qui est dans un signe disharmonique, un signe fixe disharmonique avec le Verseau. Donc là, il y a plutôt cette mise en esclavage
plus ou moins consentis, ou du moins dans une première étape, il y a ces effets de sidération, ces coups de semonce à répétition, comme on a eu avec l'épisode Covid, comme on va en avoir d'autres, ces coups d'éclat, donc ensuite qui donnent l'opportunité, donc on trouve bien Uranus, hein, la planète de l'opportunité et de l'opportunisme également, avec Pluton, avec cette dissonance à Pluton qui donne ce côté péjoratif, donc il fait qu'il y a ces coups d'éclat, et ensuite après, il y a cette insertion, il y a ces fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent pour ensuite après trouver des solutions toutes prêtes, hein, qui sont inscrites dans l'agenda global, notamment ce Great Reset, pour mettre en place des mesures. Et donc vous avez en parallèle cet esclavage plus ou moins consenti, ou du moins vous avez une part incitative au chantage, notamment à l'inflation et à l'hyperinflation, donc combiné avec la montée des taux d'intérêt, donc qui incite aussi les gens à s'orienter de plus en plus, hein, vers les monnaies numériques. En tout cas, c'est ce qui va être mis en place de plus en plus pour que les gens se disent, bah ouais, effectivement, là, mon pouvoir d'achat est en train de vraiment chuter, donc il faut que je m'oriente vers ces monnaies. Donc là, vous voyez, c'est véritablement à l'insu de son plein gré que les gens vont prendre ces décisions-là. Et puis vous avez bien sûr, hein, les mesures, cette fois-ci beaucoup plus autoritaires, entre guillemets, hein, prises par les États, de connivence avec les intérêts privés et globaux, hein, donc de la haute finance internationale, représentée par Pluton. Donc il nous amène depuis de nombreuses années maintenant à numériser de plus en plus nos échanges. On ne parle même pas de l'e-commerce, hein, donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place maintenant depuis fin des années 90, mais il y a donc différentes mesures, hein, qui sont prises par les États, donc je vous disais de connivence avec ces intérêts privés, pour que nos échanges, hein, soient de plus en plus numérisés. Tout ça, bien sûr, au nom d'une cause bienfaitrice comme lutter contre l'argent sale et les fraudes fiscales ou sociales. D'ailleurs, vous avez le paiement de nos impôts, hein, qui sont devenus obligatoires sur le net désormais. Et puis vous avez en parlé ces causes humanitaires. Donc quand on parle de l'humanitaire, on parle encore une fois du Verseau, comme le climat, comme faire par exemple des économies de papier et donc d'arbres, hein, pour lutter contre le réchauffement climatique et donc pour effectivement préserver également la nature. Vous avez également d'autres mesures, cette fois-ci plus politico-sanitaires. Donc on a déjà vu lors de l'épisode Covid, hein, qu'on nous a incité à utiliser la carte bleue, c'est-à-dire toutes les monnaies numériques, et d'ailleurs même rester à la maison pour faire du télétravail. Donc là on se retrouvait effectivement donc dans cette situation où il y avait ce qu'ils appelaient la distanciation sociale, le distanciel, un mot vraiment, un néologisme, hein, qui a été inventé durant cette période Covid. Donc on retrouve bien, vous voyez, ces mesures, donc, qui sont prises au nom à chaque fois du bien, au nom du caractère humanitaire. Et donc on aura, avec le prochain plan de pain de mie, on aura très certainement plus qu'une incitation, donc ce sera devenu une obligation pour éviter la transmission. Le paradoxe, c'est que pour miner une monnaie numérique, hein, c'est très énergivore, c'est-à-dire que ça utilise énormément d'énergie, d'électricité. Et donc nous sommes dans cette période, hein, où il faut rationaliser, où il faut effectivement faire preuve de responsabilité, il faut faire attention, hein. Il nous a dit, Monsieur Macron, il nous a dit, c'est la fin de l'abondance. Donc il y a des mesures qui sont prises, hein, pour préserver l'énergie, pour faire des économies d'énergie. Et en plus, hein, vous avez donc ces énergies qui utilisent beaucoup de CO2, qui émettent du CO2. Et donc, selon les réchauffistes, hein, selon la thèse réchauffiste, là encore une fois, ce sera l'occasion, bien sûr, de contrôler et réguler grâce à la fusion, bien sûr, hein, de la monnaie digitale avec l'identité numérique, et donc cette société du QR code et du pass. Et toute tentative d'émancipation ou de création de monnaie parallèle, comme l'a tenté le capitaine Juvin Brunet avec le franc libre, donc là on retrouve encore une fois le terme de liberté, donc pour justement sortir de ce joug, donc de cette spirale extrêmement négative, et donc de cet esclavage programmé, puisque lui a tiré, hein, les enseignements du fiasco des Gilets jaunes et de tout ce qui concerne les mouvements sociaux. Je vais vous mettre à la suite de mon intervention donc, une vidéo, donc, pour que vous puissiez être informé concernant donc, les raisons pour lesquelles, hein, donc, il a eu des sanctions justement pour avoir créé cette monnaie parallèle. On voit qu'à chaque fois ce sera réprimé, ce sera sanctionné, et donc il y aura d'autres tentatives, hein, très certainement, qui seront lancées et qui donneront l'illusion d'une émancipation, mais qui seront en réalité contrôlées. D'ailleurs, hein, comme l'arnaque des crypto-monnaies, donc on appâte, hein, le chaland depuis 2008 avec le Bitcoin, avec de toutes ces monnaies virtuelles, et ensuite on voit le piège se refermer avec les mêmes écueils finalement que dans l'ancien système, avec des cracks comme on a pu le voir avec FTX. Le sujet des crypto-monnaies, c'est assez loin de mon domaine de compétence. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité avant de m'aventurer sur ce sujet, parce que j'ai été souvent questionné. Mais j'avais dit de préférer
les pommes de terre, d'investir par exemple dans la terre nourricière, hein, d'investir dans un lopin de terre ou dans des boîtes de thon, des boîtes de raviolis, qui nourriront forcément beaucoup plus, hein, son homme et sa famille à ce concept dont on nous a tant vanté les mérites et qui était censé permettre d'échapper au pouvoir des banques centrales et se prémunir, hein, contre les aléas des krachs boursiers, comme celui qui survint en septembre 2008 ou plus proche de nous en mars 2020 avec ce fameux krach du Covid. Et ce qui s'est passé, hein, sous un soleil en scorpion, donc l'automne dernier, c'était entre le 6 et le 12 novembre dernier, forcément, ça ne m'a pas fait changer d'avis sur les crypto-monnaies, puisque vous avez vu que les adeptes de la crypto-monnaie, certains en tout cas d'entre eux, ont été traumatisés à vie, puisque il est arrivé un krach gigantesque, hein, qui se chiffre en plusieurs milliards d'euros, peut-être 10 milliards d'euros, et qui a fait perdre à certains beaucoup d'argent. Donc ce krach est bien survenu sous une période scorpion, donc qui est le signe qui est dédié au monde de la finance, comme d'ailleurs du reste, hein, dans l'ancien monde, c'est-à-dire où vous avez eu ce jeudi noir et son célèbre krach boursier le 24 octobre 1929, sous un soleil également en scorpion. Le concepteur de FTX, hein, c'est Sam Bankman-Fried, c'est un jeune entrepreneur, donc né sous le signe du poisson du 6 mars 1992, hein, qui était loué pour ses qualités d'homme d'affaires. Et normalement, rien que le nom, hein, Bankman-Fried, aurait dû mettre la puce à l'oreille aux investisseurs. Littéralement en français, Sam l'homme, banque free. Donc là, c'est lui effectivement qui vous a fait frire, en tout cas qui a fait frire les investisseurs de la crypto-monnaie. Si tu t'intéresses un minimum aux actus de la crypto-monnaie, tu as forcément entendu parler de cette big news, c'est bien sûr l'effondrement du géant FTX. C'est une faillite qui fait trembler le monde des crypto-monnaies et dont les répercussions ne sont sans doute pas encore toutes connues, celle de la plateforme FTX. FTX, c'était une plateforme qui permettait d'acheter ou de revendre des crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple. Elle était réputée comme l'une des plus sûres. Depuis sa création, il y a 3 ans seulement, elle avait tellement grandi que le stade de basketball des Miami Heat, qu'on voit ici, avait été baptisé FTX Stadium, on le voit ici. Depuis, il a été débaptisé puisque cette plateforme s'est effondrée en quelques jours seulement. Vendredi, elle s'est déclarée en faillite et son PDG, Sam Bankman-Fried, a démissionné. Ce PDG, Christophe, qui n'a pas 30 ans, je crois, c'est une icône du monde des cryptos. En réalité, il a 30 ans puisqu'il est né le 6 mars 1992. Vous le voyez ici, il a tout juste 30 ans, diplômé de la prestigieuse université du MIT. Il avait monté d'abord un fonds d'investissement à Hong Kong, Alameda Research, et puis cette fameuse plateforme FTX basée aux Bahamas en 2019. Il était devenu l'une des personnalités les plus influentes du monde des cryptos, l'un des meilleurs interlocuteurs aussi du monde politique américain. Il prônait notamment plus de régulation. Il était un grand donateur, particulièrement du Parti démocrate. En 2020, il avait offert plus de 5 millions de dollars à la campagne de Joe Biden. Seul Michael Bloomberg avait fait mieux. Et cette année encore, il a donné pas moins de 40 millions de dollars. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ces chiffres pour les midterms, principalement là aussi pour le Parti démocrate. C'est le deuxième donateur derrière George Soros. Et pour 2024, il promettait déjà de donner plus d'1 milliard de dollars, en plus de divers dons pour les causes qu'il défend, celle de la cause animale ou bien celle de la lutte contre le réchauffement climatique notamment. Pas sûr qu'il puisse donner autant d'argent parce qu'aujourd'hui, sa fortune, elle a tout simplement fondu. Il est même quasiment ruiné alors qu'il avait été l'homme de 30 ans, de moins de 30 ans, le plus riche du monde. Il y a quelques jours encore, il avait plus de 15 milliards de dollars. Désormais, il n'a presque plus rien, 900 millions, voire 990 millions, c'était le dernier chiffre qu'il y avait, mais aujourd'hui on parle de même zéro. Surtout qu'il est soupçonné d'avoir détourné de l'argent placé par ses clients pour renflouer son propre fonds d'investissement.
jusqu'à 10 milliards de dollars. Un peu plus de 662 millions de dollars ont également mystérieusement disparu vendredi dans ce qui pourrait être un hack. SBF a été interrogé, SBF c'est son surnom, hein, Sam Bankman-Fried, il a été interrogé par la police des Bahamas ce week-end. Les autorités américaines, elles aussi, ont des questions à lui poser. Alors voilà, pour les événements, est-ce que la faillite d'FTX pourrait entraîner avec elle un scénario domino? On pense à Lehman Brothers dont la faillite a provoqué la crise financière mondiale. Alors peut-être, plusieurs crypto-monnaies sont en tout cas en train de vaciller. Il y en a une qui s'appelle le Solana par exemple, et le secteur a déjà été ébranlé dernièrement par plusieurs effondrements. La monnaie numérique Terra USD qui était réputée comme une monnaie stable, ou bien le fonds d'investissement Three Arrows Capital. Aujourd'hui, Coinbase connaît des difficultés et donc on a FTX. Le Bitcoin, lui, est passé en quelques jours de un peu plus de 21 000 $ à moins de 16 000 $ ce matin, très loin de son record d'il y a exactement un an, c'était 68 000 $, on le voit ici. Et en revanche, pour le moment, c'est peut-être la bonne nouvelle, les marchés traditionnels ne semblent pas trop touchés. En tout cas, Wall Street a connu vendredi une séance euphorique au moment même où FTX s'effondrait. Ceci dit, ce matin, il y a un groupe qui connaît des difficultés, qui interroge, c'est le fonds d'investissement japonais SoftBank qui avait investi dans FTX. Son action perd près de 14% ce matin à Tokyo. Plutôt que de comparer cette affaire à Lehman Brothers, comme vous le faisiez à l'instant, il convient peut-être de le comparer à un autre scandale, comme l'a fait d'ailleurs le secrétaire au Trésor américain, l'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers, l'affaire Enron en 2001. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le nouveau PDG de FTX, chargé de liquider la société, est un certain John J. Ray, dont on n'a d'ailleurs pas beaucoup de photos, qui est un ancien avocat qui avait déjà supervisé la liquidation d'Enron il y a 20 ans. L'affaire Enron avait en tout cas montré la nécessité à l'époque de plus de régulation dans le secteur de l'audit. Et cette affaire FTX montre précisément la nécessité de plus réguler ce secteur mal connu, méconnu des crypto-monnaies. Oui, c'est l'ironie de l'histoire, puisque Sam Bankman-Fried était probablement la personnalité du monde des cryptos qui plaidait le plus pour une régulation. Depuis quelques jours, les voix s'élèvent, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe, pour renforcer les contrôles. Et ce matin, c'est le PDG du grand rival de FTX, Binance, qui s'appelle CZ, l'autre star du secteur, qui a appelé à plus de régulation et s'exprimait lors du B20, sommet qui précède le G20 à Bali. On l'écoute. Nous avons besoin d'un peu plus. Nous devons augmenter la clarté des réglementations et la sophistication des réglementations dans le secteur des crypto-monnaies. Plus de clarté, plus de régulation pour redonner de la confiance à un secteur des crypto-monnaies ébranlé. Le PDG de Binance a ajouté que tout cela allait demander beaucoup d'efforts, des efforts pour reconstruire après l'éclatement de cette bulle des cryptos, de la même manière qu'il a fallu reconstruire après l'éclatement de la bulle Internet il y a 20 ans. C'était ça l'avenir du monde, c'était ça l'avenir de la planète. On allait se débarrasser des banques, tout allait bien entre nous, décentralisé, formidable, Greta Thunbergisé. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la faillite du siècle, l'effondrement de FTX, la seconde boîte de crypto, la seconde banque de crypto du monde. Des dizaines de milliards envolés. Comment? Eh bien, on en parle avec l'extrait d'air Anis Lajnef. Et vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Bonjour, Anis Lajnef. Bonjour André. Alors, une histoire quand même assez extraordinaire, que effectivement dont peu de médias ont parlé, et l'affaire a l'air d'une espèce de jungle, mais justement, avec vous, nous allons montrer qu'il y a des vrais arbres, et des vrais pousses, et des vrais sacrées fleurs séchées dans cette histoire. Donc, la faillite de FTX, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, il y a une semaine, en tout cas la deuxième plus grosse plateforme d'échange considérée comme il y a une semaine encore, FTX a fait faillite en quelques jours, était considérée, elle était valorisée il y a encore, je crois, une semaine ou deux, 32 milliards de dollars. Et aujourd'hui, depuis lundi,
pratiquement zéro. Elle est sous le régime des faillites. Elle a plongé le marché des crypto-monnaies dans le rouge. Le Bitcoin s'échange sous les 17 000 $, etc. Et l'Ether s'échange à 1 200 $. Mais avant de parler de Bitcoin et d'Ether, en fait, Anis Lajnef, vous êtes ex-trader, vous connaissez cela à fond. Qu'est-ce que était FTX dans ce domaine énorme de la crypto-monnaie? Donc, comme vous l'avez dit, FTX, c'était la deuxième plateforme de trading électronique Oui. spécialisée sur les cryptos après Binance. Donc, en gros, hein, Oui. c'était à l'origine le PDG de FTX, qui est Sam Bankman-Fried, Oui. qui a fait la MIT, qui a 30 ans, un petit jeune, un geek, etc., avait une société, Alameda, une société d'arbitrage, c'est-à-dire il gagnait de l'argent sur le Bitcoin, etc., parce qu'il y avait de l'arbitrage à faire, c'est-à-dire qu'il y avait de l'argent à se faire. Oui. Et donc, quand il a construit ses outils de trading, il s'est dit, je vais aussi créer une plateforme. Oui. Et voilà, comme il est bien introduit Une aux plateforme États-Unis, uniquement etc. sur la crypto-monnaie, uniquement. Exactement, ouais, exactement. Et ce qui permet de faire aussi sur cette plateforme, c'est des outils de trading qui sont très avancés, très poussés, Ouais. et en même temps, il y a du financement. C'est-à-dire que les gens, c'est quasiment un casino géant. Ah, d'accord. Ils peuvent décupler leur pari. C'est-à-dire que si vous avez 100 €, vous pouvez jouer jusqu'à 10 000 € Ah pour oui. une nuit. Carrément. Et gagner 10 000 €. Enfin, gagner 10 000 €, quoi. Alors il y a des fortunes énormes qui sont faites. Mais, Donc moi qui suis sur les réseaux sociaux et les gens me suivent et moi je les suis, ces gens des cryptos. Mais le problème c'est que vous faites de l'argent, mais votre argent en fait il est confié à cette plateforme. C'est-à-dire que vos D'accord. dollars, vos Mhm. cryptos, etc. sont ce qu'on appelle en anglais custodiés, c'est-à-dire qu'elles restent comme vos comptes, vos euros qui sont dans votre compte bancaire. Sauf Ah oui, que là, c'est ça. c'est pas des euros, c'est plutôt des cryptos, c'est ça. ou des dollars, ou des C'est euros, comme, etc. c'est comme une banque, quoi. Je fais un dépôt, il le garde en dépôt, ma crypto-monnaie, mon Voilà, Bitcoin, etc. exactement. D'accord. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois une banque, à la fois une sorte de banque, et à la fois une plateforme qui vous permet de faire du trading sur les cryptos. Et ce D'accord. qui s'est passé en fait, c'est digne d'un film, parce qu'au départ c'était des chamailleries entre le numéro 1 et le numéro 2. Ouais, entre CZ. de FTX, c'est ça. Alors numéro 1 c'est Binance. Avec, Ah oui, Binance. Ah oui, entre la voilà, le société chinois et la Binance. plateforme, oui, Binance, qui est Voilà, chinoise. c'était- chinoise. Voilà, Ouais. qui est chinoise avec son PDG CZ en fait. Au D'accord. départ, c'était juste de la chamaillerie sur Twitter, etc. D'accord. Et finalement, Binance a décidé de planter un couteau dans le dos en disant bon, je vais me débarrasser de tous les tokens de FTX. C'est quoi les tokens? Oui. C'est une monnaie qui est émise pas par la BCE, pas par la Fed, qui est émise par justement FTX. Ok. Et en disant ça, en fait, on s'est rendu compte que la pyramide de Ponzi de FTX s'est écroulée complètement. Ce qui s'est passé, il y a eu ce qu'on appelle un bank run. Alors, Oui, on comment parle expliquer beaucoup de crypto là. Oui. Oui. Ouais, c'est une ruée bancaire en fait, ou une panique bancaire. Ouais. C'est un peu ce qu'on voit dans les films des années 30 où les gens vont tous au guichet pour retirer leur argent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture de confiance. Ah, d'accord. Les C'est-à-dire, gens les qui gens avaient sont leur allés argent. retirer leur coin ou leur bitcoin ou leur token, etc. Et leurs dollars, etc. Et leurs dollars, et jusqu'à d'accord. voilà. Oui. Mais c'est là qu'en fait qu'on s'est rendu compte que c'était ce bankman était un escroc en fait, Ouais. parce que il utilisait les fonds de la plateforme, donc les dépôts des gens, Oui. pour justement pouvoir parier avec sa société originelle, Alameda, qui lui permet de faire des paris, des paris qui sont mal passés. Et des donc, paris il y a sur eu- quoi? Des paris sur quoi, Alameda, alors? C'était quoi? Alameda, il parie sur des cryptos. D'accord. Sur le marché des cryptos. Spéculation pure. complète. Ah, oui, d'accord. Voilà, exactement. Donc, D'accord. il n'y a pas de ce qu'on appelle un Chinese wall, il n'y a pas de gestion des risques, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, il y a un conflit d'intérêts énorme entre la plateforme électronique, FTX, et justement cette société, Alameda, Ouais. cette société c'est quasiment Qui un fonds appartenait spéculatif au même sac dans les Bankman. cryptos. Mais alors, si je comprends Exactement. bien, Anis Lajnef, si je comprends bien, c'est un Bernard Madoff à la puissance 100. Enfin, je ne sais pas. Ah oui. C'est ça. Là, on est dans un film là. C'est et en plus, il avait son ex petite copine, une geek comme lui. Alors geek, c'est Oui, les geeks. c'est Oui, les nerds, les fanatiques des réseaux électroniques, etc. Ouais. exactement. Donc Ouais. c'est son homme de paille ou sa femme de paille qui l'a Ouais. mis à la tête justement d'Alameda. Mais en fait, ils partageaient les mêmes bureaux
Et donc, il y avait justement aucune séparation des risques. Et c'est ce que ça me fait dire, moi, ça, c'est que on nous a vendu un peu l'idée que les geeks allaient prendre le pouvoir sur les banquiers et qu'ils allaient justement créer leur monnaie, leur plateforme et qu'ils allaient révolutionner la finance. Et en fait, on se rend compte que la gestion des risques, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Cette faillite, justement. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une faillite qui ressemble beaucoup plus à une faillite de finance traditionnelle. Parce que cette plateforme électronique, elle est centralisée, elle est vraiment, il faut bien le comprendre, construite quasiment comme une banque. C'est quelque chose qui est centralisé, c'est-à-dire que les décisions et le pouvoir est entre les mains de Sam Bankman et des gens qui sont autour de lui. Oui, et d'ailleurs qui s'appelle Bankman comme par hasard, hein. C'est intéressant. Oui. C'est quand même pas mal. Ça. Et Fries, il est free. Ça, il est free, oui, c'est ça. Et oui, le banquier free, hein. Le banquier gris. Exactement. Le banquier gris, c'est pas mal. Exactement, c'est pas mal, il faut dire son nom. Mais Anis, justement, il faut rappeler aux auditeurs de Sud Radio, il faut rappeler que l'histoire du schéma de Ponzi, c'est que les gens qui arrivent financent les gens qui ont déjà perdu les trucs, et c'est-à-dire ils refont la fortune qui s'est déjà évaporée, quoi. C'est ça. Exactement. Alors, et lui, c'est un peu plus que ça. C'est vraiment une trahison. C'est une rupture de la confiance. C'est-à-dire que quand on regarde ses comptes bancaires, on se rend compte qu'il y a des trous de plusieurs milliards. C'est-à-dire que quand vous déposez chez lui pour 10 millions de bitcoins, normalement, lui, il a une dette de 10 millions de bitcoins. Il doit justement protéger vos avoirs que vous mettez chez lui. Bien sûr. Et en fait, non. Il se mettait à spéculer justement avec son autre société sur cela. Il n'a rien protégé. C'est quelqu'un qui avait... Non, il n'a rien protégé du tout. Et surtout, la chute de la capitalisation est incroyable parce que on est passé de 32 milliards à zéro. Lui, sa fortune personnelle est passée de 7 milliards à zéro. En quelques jours, c'est juste incroyable. On n'a jamais vu ça, en fait. Et alors, ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est en Turquie ou en Afrique du Sud, des gens partir avec la caisse. Parce que dès que ça devient ce qu'on appelle centralisé, les gens peuvent partir avec la caisse et vous laisser sans rien. Et lui, il n'est pas parti avec la caisse parce qu'il n'y avait plus rien dans la caisse, si je comprends bien. Alors, donc, il a joué avec la caisse, avec son autre société. Il a dû tout perdre. Et en plus, à partir du moment où, le 11 novembre, ils ont décidé de justement mettre en faillite FTX US, qui est l'entité américaine, et FTX International, soi-disant, il y aurait eu des hackers qui ont déplacé des centaines de millions de dollars vers des comptes offshore. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est lui, c'est l'équipe? Est-ce que c'est vraiment des hackers? C'est quand même, vous voulez dire, c'est vraiment l'arnaque du siècle. Enfin, plus que ça, c'est quand même énorme, quoi, du point de vue des chiffres, etc. Mais alors, justement, Anis Lachef, on arrive au second volet. On a beaucoup parlé, justement, que Sam Bankman, par exemple, est-ce que c'est vrai, c'est sourcé ou pas, financé, par exemple, le Parti démocrate? On a parlé de l'Ukraine, etc. Quid de tout cela? Alors, est-ce qu'on sait ou pas? Alors, si on parle des faits, et rien que des faits. Alors, ce qu'on sait sur Sam Bankman-Fried, c'est que, premièrement, il a financé, il était le deuxième donateur dans ce qu'on appelle des cycles aux US, aux États-Unis. Entre 2021 et 2022, c'était le deuxième donateur du Parti démocrate de Biden avec 40 millions. Deuxième donateur, d'accord. Voilà, et il comptait donner pour la présidentielle de 2024 pour battre Trump jusqu'à 500 millions de dollars. Donc justement... ça, ce sont des faits, ça. Ça, ce sont des faits et c'est sourcé. L'autre chose qu'on sait, c'est qu'il a travaillé avec le ministère des Finances d'Ukraine, justement, pour envoyer des fonds vers l'Ukraine. Donc selon certains journalistes crypto, certains de ces fonds sont revenus sur la plateforme FTX, n'ont pas servi en Ukraine, qui fait dire à certains, à spéculer, à dire que, en fait, c'est quasiment une sorte de blanchiment d'argent. Mais bon, là, il faut qu'il y ait... il y a la SEC. Alors, la SEC, c'est le gendarme... Les Securities and Exchange Commission, c'est ça? Exactement. Donc, c'est les gendarmes de la bourse des États-Unis et le Department of Justice, c'est-à-dire la justice américaine qui est sur le coup. Et justement, ils vont devoir mettre au clair tout ça. Parce que si vraiment les donations faites au Parti démocrate sont une sorte de blanchiment d'argent, ça devient très 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 grave. Bien sûr. Donc ce Sam Bankman, en fait, c'est un peu, ça c'est vraiment l'image que j'ai de lui, c'est un peu le cheval de Troie du monde de la finance qui est rentré dans le monde des cryptos. Parce que, par exemple, les plus gros fonds de pension ont investi
Oui. plusieurs dizaines de millions de dollars dans sa plateforme. Aussi On bien a, BlackRock que les autres. Ils ont Alors, investi dans la il y a crypto. alors, il y a le fonds de pension des retraites de l'Ontario, par exemple, qui a mis à peu près 80 millions de dollars. En fait, si on compte tous les hedge funds et les Oui. venture capital, c'est-à-dire Oui. ceux qui investissent dans les Oui, les grands boîtes prometteuses investisseurs. comme Oui. celle-là, Oui. on est à peu près à 2 milliards de dollars. Investi Et dans alors, la crypto. Oui. Voilà. Et en même temps, ce Sam Bankman a utilisé l'argent d'Alameda, et donc qui est en fait l'argent des gens, pour aussi investir dans ces fonds-là. C'est du donnant-donnant. C'est un peu quelqu'un qui était bien vu parce que il cherchait à être régulé. Il était invité au WEF de Klaus Schwab. Ah oui, Donc, oui. Ce Il qui est était marrant, à c'est qu'il y Davos, avait oui, il était, ouais. jusqu'à hier, il y avait encore sur le site internet du WEF, du World Economic Forum, il y avait Oui. encore justement une page internet sur FTX. Sur FTX, qui a disparu Voilà. comme par hasard Qui a aujourd'hui. disparu, voilà exactement, c'est normal. Hein. Et en Les fait, gens vont- quand on dit que FTX avait 900 millions de liquidités contre 9 milliards de dettes, c'est un peu ça, quoi. C'est le... Bah, c'est ça, ça. les dettes qu'il a, c'est envers les déposants. Et il a joué avec l'argent des gens, en fait. Et donc là, c'est ce qu'on a vu un peu les jours qui ont suivi la faillite, c'est que les gens sont d'accord pour échanger. Par exemple, s'ils avaient 1 million, on a vu vraiment des annonces faites comme ça sur Twitter. Ah oui, sur est-ce que vous aviez Telegram. 1 million que Donc, vous avez investi? Donc les gens... Voilà, il y a- non, Ouais. ils disent j'ai 1 million, est-ce que quelqu'un veut racheter ces 1 million que j'ai sur FTX pour 100 000 dollars? Voilà. Ah, c'est fou. Et donc, ils Ouais. estiment à 10% justement La qu'ils valeur. seraient capables de récupérer. Et encore, il va falloir qu'il y ait des investigations, Oui, etc. c'est vrai. Et donc, Des Alice Lagenev, auditeurs. aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui ont perdu des millions. On peut le dire. Ouais, ils sont devenus riches très 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 vite. Et Ouais. donc, et là, ils sont devenus pauvres très 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 vite. vite. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on nous a vendu les cryptos comme décentralisés, un peu libertariens, etc. Et je me rends compte que les plus grands comptes internationaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui sont sur les cryptos, eux-mêmes avaient leur argent dans ces plateformes centralisées. Donc il y a quelque chose d'un peu d'hypocrite. Ils sont allés vers la facilité. Ouais. Ils ont fait exactement ce qu'ils disent pas aux gens de faire. Ils ont une phrase qui est très 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 connue qui disent not your keys, not your coin. En gros, si ce n'est pas votre clé, si vous n'avez pas votre Bitcoin sur un ledger, ce qu'on appelle un ledger, c'est votre ordinateur ou une petite clé informatique, ben c'est pas votre argent. C'est l'équivalent de nos jours de dire si vos billets sont pas dans le matelas, ben c'est pas vos billets, ils sont dans la banque et vous pouvez faire. Ah oui. Mais en fait, ces gens-là ont été attirés par des taux d'intérêt à 18%, à 12%, à 8%. Et ils sont allés vers ces plateformes. Oui, ça c'est Madoff. Voilà, l'appât du gain. Ouais. Voilà, il y avait vraiment là jusqu'à FTX, avant qu'elle fasse faillite d'une semaine, proposé des taux d'intérêt entre 15 et 8%. C'est hallucinant. Donc, sachant que dans la banque, dans la finance traditionnelle, c'est 2-3%. Et encore aujourd'hui. Voilà. Mais Alice Lagenev, juste à votre avis, dernière question, est-ce qu'à votre avis, les investigations vont aller jusqu'au bout, ou est-ce que ça va être encore une omerta, plus ou moins, une noyade, plus ou moins, et un masque plus ou moins opéré? On ne le sait pas, mais à votre avis? Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que le gars, lui, tranquille, il n'a pas vu, lui, Sam Bankman, il est là. Voilà, il est aux Bahamas, mais normalement, si avec le mal qu'il a fait et les milliards qu'il a coûté, et justement le dérèglement un peu des marchés qu'il a réalisé, normalement, la CIA ou la FBI, j'en sais rien, aurait dû aller le choper rapidement et le stopper. Et là, on sent qu'il y a comme un laisser-faire, un laisser-aller. Et ce qui serait intéressant, c'est d'aller au bout des investigations. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette histoire de FTX et de Sam Bankman. Ouais, formidable histoire. Merci beaucoup, Alice Lagenev, pour vos éclaircissements. Merci beaucoup, André. À bientôt, on suivra cela. À bientôt. Merci, au revoir. Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you very well. Okay, Madam President, I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? We have to be ready. No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to... Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold. Above 1,000 euros, you cannot pay cash.
If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But you know, the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, you know, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. You know that the question is now I think that it's a joke, like a joke, that the next currency will be firewoods for Europe. Will be what? Il est saint-cyrien, il est ex-capitaine de gendarmerie, il a été enfermé pendant 111 jours en prison, en préventive, parce que, eh bien, pour, entre guillemets, escroquerie en bande organisée. Oui, il avait fabriqué monnaie, il avait battu monnaie qu'il avait appelé franc, il avait appelé franc libre. Lui, eh bien, on va l'entendre tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Alexandre Jubin-Dominé, d'abord, nous sommes contents quand quelqu'un sort de prison. Vous êtes sorti de prison, vous êtes chez vous, avec bracelet électronique, parce que vous êtes encore en liberté surveillée, mais vous êtes encore en régime de semi-liberté. Vous avez été condamné, on en a parlé, on va parler de tout cela. Et nous vous avions reçu, d'ailleurs, il y a quelques mois, pour parler de l'OTAN, pour parler de la situation de la France. Et puis on sait, et puis depuis déjà quelque temps, vous avez fondé ou cofondé cette association France Comité de Salut du Peuple. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé, d'ailleurs juste anecdotique, Comité de Salut Public, pour ne pas évoquer la Révolution ? Alors justement, Monsieur Berkov, votre question est très à propos parce que le premier nom de l'association était effectivement Comité de Salut Public. Ouais. Et vu que nous voulions lancer une association plutôt transpartisane, reprenant l'ensemble de l'histoire de France, qu'elle soit monarchiste, bonapartiste comme républicaine, pour réconcilier ce peuple français, eh bien, relevant la crainte de certains amis de sensibilité monarchiste, de voir revenir un comité de salut public, Je comprends. on a changé le sûr. public en peuple, ce qui est synonyme, et ils l'ont accepté. D'accord. Alors parlons. Alors vous avez 4500 membres, c'est bien ça à l'heure où nous parlons, toujours. Alors actuellement, effectivement, nous avons 4500 souscripteurs, donc membres de l'association. C'est ça. Parce qu'on ne pouvait pas souscrire au franc libre dont on parlera sans avoir préalablement été membre de l'association. Alors justement, on va en parler tout de suite du franc libre parce que ça a été la cause en fait de votre incarcération. Donc vous avez voulu, et on va expliquer pourquoi, vous dites voilà, aujourd'hui en 2022, ça c'était en 2022, vous avez dit écoutez, demain peut-être, on ne sait jamais, et on voit très bien les bruits, les fureurs des banques, des monnaies, des inflations, des taux d'intérêt. L'euro peut s'effondrer, eh bien, il faut créer une monnaie alternative. Et cette monnaie, c'est vous l'avez appelé le franc libre. Alors, on voit aussi l'allusion, bien sûr. Et juste pour savoir, dans votre calcul, un franc libre valait combien d'euros ou un euro valait combien de francs libres ? Alors, je vais tout de suite rebondir sur cet aspect. Nous sommes partis sur une monnaie qui était une monnaie associative et qui devait souscrire donc à ce que définit la loi de 2014 relative aux monnaies locales complémentaires, qui d'ailleurs définit une parité fixe entre l'euro et une monnaie locale. Donc ici, en l'occurrence, 1 euro devait être égal à 1 franc libre. Tout simplement. D'accord. Mais nous avons établi cette démarche pour une raison simple, c'est parce que nous avons perdu beaucoup de batailles. Je parle, nous, le peuple français, Monsieur Berkov, autant par les gilets jaunes, par le pass sanitaire, par beaucoup de choses. Et pour une fois, nous avons souhaité en fait anticiper sur l'agenda de ce que l'on peut appeler les mondialistes. Et nous savons que l'agenda qui arrive, comme d'ailleurs le définit la Banque Centrale Européenne dans différents communiqués, le prochain jalon important, c'est cet automne.
en 2023. Et nous savons que la Banque Centrale Européenne a déjà prévu la mise en place d'un euro numérique. Oui, et on en donc, parle, oui. Effectivement, voilà, c'est pas encore fait, mais on en parle, oui, tout à fait. Voilà, Oui. voyant cette démarche comme une possible offensive visant à toujours plus nous enlever de la souveraineté et maintenant de la liberté, nous avons réfléchi sur comment pourrions-nous faire demain de façon limitée, humble et associative pour que une portion de Français souhaitant continuer à échanger entre eux de façon vertueuse et de façon, on va dire, parfaitement légale aussi, puissent rétablir du lien de solidarité les uns avec les autres. Et c'est cette loi de 2014 relative aux monnaies locales complémentaires qui appuie sur la notion d'économie sociale et solidaire sur laquelle nous nous sommes appuyés pour lancer cette initiative monétaire. Alors justement, est-ce que cette initiative, parlons-en, parce que ça a été effectivement, encore une fois, l'origine de vos poursuites, des poursuites à votre encontre, et notamment la Banque de France, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, soyons absolument clairs, capitaine Juvin Brunet,